Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous recevons désormais François de Coster. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM. Vous êtes maire de Saint-Omer depuis 2014. Vous vous représentez pour un troisième mandat. Ce mandat 2020-2026 n'a pas été de tout repos, notamment les inondations qui ont beaucoup marqué l'actualité. Quel bilan faites-vous de ces 6 années à Saint-Omer ? Alors, je vais tout de suite corriger, c'est pour un troisième mandat, mais moi, je me présente pour un nouveau mandat. Nouveau mandat parce que effectivement, vous l'avez signalé, on a eu un mandat 2020-2026 qui a été particulièrement marqué par des crises à répétition. On est entré dans ce mandat d'abord par la crise sanitaire. On a dû revoir beaucoup de nos organisations, créer de nouvelles solutions à des problèmes totalement inédits. On s'est mis à fabriquer des masques à Saint-Omer, on a organisé la vaccination, on a fait en sorte d'aller vers les plus fragiles, les plus isolés, pour pouvoir traverser tous ensemble cette crise sanitaire. Et puis ensuite, flamber des prix avec la guerre en Ukraine, c'était les inondations de l'hiver 23-24, l'incendie criminel de l'Immaculée Conception. C'est un mandat, effectivement, qui a été marqué par des crises. Mais chaque mandat est un mandat tout à fait particulier. Donc c'est un nouveau mandat. Pourquoi ? Parce que nous avons, ces dernières semaines, ces derniers mois, et comme à l'habitude, au contact des Audomaroises et des Audomarois pour faire le bilan d'un mandat, mais aussi surtout pour voir l'évolution de notre ville, de Saint-Omer, pour les prochaines années. C'est bien sûr une ville qui est marquée, comme beaucoup de communes, par une période de transition, marquée par la transition écologique, la transition démographique, qui est un enjeu tout à fait important pour les villes de la taille de Saint-Omer, ou la transition démocratique. Alors, vous êtes parti tard dans cette campagne des municipales et pour cause. Vous avez failli partir seul dans cette course aux municipales. Ça vous inquiétait à un moment ? Tard, oui et non, parce qu'effectivement, mon souhait, c'est de pouvoir toujours faire en sorte que nous soyons en responsabilité jusqu'au dernier jour du mandat et de faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions qui sont des décisions de maire et non pas de candidats. C'est aussi une forme d'équité entre les différents candidats, de faire en sorte que, on puisse être candidat à peu près en même temps. Il y a depuis de longs mois aussi un collectif qui s'organise, qui a annoncé vouloir se présenter et qui a annoncé finalement sa candidature à peu près dans le même calendrier. Nous sommes aujourd'hui en campagne, j'allais dire, dans une même temporalité. Donc plutôt rassuré d'avoir une opposition. Moi, je souhaite effectivement qu'on ait la capacité d'avoir des points de vue qui puissent être complémentaires. J'ai beaucoup apprécié le travail qui a été mené avec le groupe de minorités pendant ce mandat finissant. J'ai été moi-même un conseiller aussi dans une minorité municipale engagée au service de la ville. Je regrette néanmoins que c'est aujourd'hui un collectif qui ne dit pas son nom. C'est un collectif qui prône un engagement citoyen, mais je suis d'abord, et mes colistiers le sont également, nous sommes tous des citoyens de la ville de Saint-Omer. Nous avons envie de prendre une partie des responsabilités municipales, d'emmener un projet, de le proposer aux électrices et aux électeurs. Et puis, je suis dérangé parce que on cherche à nous cacher beaucoup trop de choses dans ce collectif. C'est Madame Soro qui prône la désobéissance, qui choisit de s'allier avec avec LFI, qui refuse quelquefois de pouvoir aussi dire que si elle devenait maire, son premier adjoint serait le représentant de Monsieur Mélenchon dans l'Audomarois. Et quelque part, c'est une liste qui est le cheval de Troie de LFI pour s'implanter à Saint-Omer et dans l'Audomarois. Et ça, c'est toujours caché. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous annonciez votre candidature il y a quelques semaines. Et juste avant, vos militants ont fait du porte-à-porte pendant de nombreuses semaines également. Quelles sont les préoccupations des habitants en ce moment ? Alors, comme je le disais, on est sur une période de transition avec un engagement très fort de la part de la ville de Saint-Omer sur la transition écologique. L'hiver 23-24 a
rappeler combien les conséquences du dérèglement climatique pouvaient avoir un impact très brutal, de manière imprévisible. Nous devons continuer à nous y préparer. Et c'est vrai que dans un certain nombre de quartiers, on a été durement frappé par les inondations. Et on l'a constaté, notamment toujours sur des travaux d'urgence et structurants qui ont permis de mieux nous protéger, mais aussi avec ce besoin de pouvoir assurer que le travail pour mieux évacuer l'eau à la mer va continuer pour pouvoir mieux protéger notre territoire, qui est l'entrée dans le polder. Et donc, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Puis, ce sont des sujets, naturellement, sur les questions de sécurité. Et quand je parle de sécurité, ce sont aussi des incivilités. Nous avons notamment voulu être très novateurs sur la lutte contre les incivilités dans notre ville, avec en étant l'une des toutes premières villes de France à mettre en place l'identification génétique des chiens, avec une forte adhésion de la population, avec aujourd'hui une demande des habitants pour pouvoir étendre le périmètre dans lequel est mis en place ce dispositif. Et je constate d'ailleurs que mes adversaires étaient très remontés contre ce dispositif, le dénonçant lorsqu'il a été annoncé il y a plus d'1 an, et qu'aujourd'hui, je ne les entends plus sur le sujet parce qu'il y a une vraie volonté de faire en sorte que ce dispositif qui a connu une première extension il y a quelques semaines continue à être étendu, tout simplement parce que son impact, il est très fort. Et sur les conditions de sécurité, c'est bien sûr la question de pouvoir prolonger encore le parc de vidéoprotection. On sait que Mathilde Panot s'est exprimée contre la vidéoprotection. Elle annonçait que dans les villes qui seraient conquises par LFI, eh bien, les maires, les équipes municipales avec des membres LFI viendraient retirer la vidéoprotection. Elle l'a dit il y a de nombreux mois. Nous, au contraire, nous souhaitons augmenter de 50% l'équipement en vidéoprotection dans une ville qui est déjà très équipée dans sa strate. Quelle efficacité exactement? Vous avez des chiffres? On a, grâce à la vidéoprotection, une capacité évidente d'élucider les affaires. On a des très bons taux d'élucidation des affaires, et ceux qui s'apprêtent à commettre finalement des délits ou pire, des crimes, le savent très bien. Ce qui fait que nous avons, grâce à cette vidéoprotection, des périmètres qui sont couverts, qui sont l'objet d'une forte possibilité de retrouver les auteurs de délits. Nous l'avons d'ailleurs constaté, je citais il y a quelques instants, l'incendie criminel de l'Immaculée Conception. En quelques heures, nous avons identifié l'auteur et qui a été mis en détention provisoire, qui a avoué très rapidement avoir voulu mettre le feu à l'église de l'Immaculée Conception. Et puis, c'est aussi un instrument qui va continuer à être développé dans son utilisation. Nous avons aujourd'hui un partenariat entre la police municipale et la police nationale très fort qui utilise cet équipement municipal. Nous souhaitons pouvoir l'utiliser davantage aussi en temps réel. Nous l'utilisons pour les grands événements, pour les grandes manifestations, mais nous souhaitons pouvoir toujours tirer plus avantage pour plus de sécurité de cet équipement de vidéoprotection. L'incendie de l'Immaculée Conception, vous en parliez justement, ça y est, les travaux sont engagés depuis quelques mois, on en est où aujourd'hui? Alors nous avons commencé effectivement il y a quelques mois par la nef centrale. Nous avons pratiquement terminé la première phase sur la nef centrale de renforcement. Nous allons, dans le courant du mois de juin, débuter les travaux sur la charpente de la nef centrale. Pour ensuite, d'ici le mois d'octobre, avoir pu commencer à remettre une nouvelle couverture. Puis ensuite, la deuxième phase, ce sera sur la nef latérale droite, qui a été complètement dévastée aussi par l'incendie criminel. Et nous terminerons par le clocher, par la tour. Le tout pour une livraison à la mi-2029. C'est un élément marquant aussi de ce mandat finissant, avec un élan de générosité et de solidarité. Plus de 1500 donateurs qui ont souhaité participer à la souscription que nous avons lancée avec la Fondation du patrimoine. Je souhaite vraiment les remercier à nouveau. C'était bien sûr le don d'1 million d'euros de la Fondation d'Assaut, tout à fait incroyable, mais parce que nous sommes très attachés à cette église qui est un vrai repère pour Saint-Omer, pour les quartiers des faubourgs, pour le Haut-Pont, et c'est un chantier sur lequel nous essayons de communiquer régulièrement pour voir son avancée. On en parlait au début des inondations qui ont beaucoup marqué aussi votre mandat, c'était fin d'année 2023, début 2024.
Il y a eu des travaux qui ont été menés récemment, un déversoir qui a été construit sur Arques pour protéger le quartier de l'Iselle. Il reste encore des choses à faire ? Il reste encore un certain nombre de choses, mais le point majeur pour nous désormais, c'est la question de l'évacuation des eaux à la mer. On a procédé à des travaux d'urgence pour pouvoir refaire un certain nombre de voiries, refaire des renforcements de berges, des travaux de fascinage. On a tenu compte à chaque fois de l'observation qui avait été faite pendant les inondations. Le déversoir auquel vous faites référence, c'est le constat que nous avons fait d'ailleurs avec Joël Duquesnoy, qui était à l'époque le président de la communauté d'agglomération, pour essayer de bien saisir la provenance des volumes d'eau qui venaient inonder près de 150 maisons autour de la gare. On était face à des volumes d'eau qui ruisselaient tout au long de la plaine du Brocus et qui venaient finalement par un débordement de la Meldic qui se déversait vers la plaine du Brocus. Et grâce à cet investissement qui a été très largement subventionné par l'État, eh bien, nous avons aujourd'hui un déversoir qui va permettre au contraire d'avoir des ruissellements vers le canal à grand gabarit. Mais qui dit dans ce cas-là la question de la destination de ces volumes d'eau. Et donc, c'est l'important. Aujourd'hui, l'institution intercommunale des Watringues est très avancée dans une étude de renforcement des capacités d'évacuation. Vous vous souvenez sans doute que j'ai beaucoup œuvré pour faire en sorte qu'on ait des capacités mobiles en sollicitant l'activation du mécanisme européen de solidarité de protection civile, qui nous a permis d'abord au mois de novembre d'avoir des pompes néerlandaises, puis au mois de janvier d'avoir des pompes néerlandaises, slovaques et tchèques. C'est bien sûr la capacité d'évacuation qui est majeure. Et puis, travailler les inondations, se prémunir des conséquences du dérèglement climatique, c'est avoir toujours en tête la manière dont on peut adapter aussi une ville aux conséquences du dérèglement climatique. C'est le choix des matériaux sur la rénovation des 3 places, par exemple, pour faire en sorte de pouvoir assurer des zones où on va avoir une plus grande capacité à absorber les pics de chaleur. C'est pouvoir faire de la désimperméabilisation d'un certain nombre d'espaces publics. On l'a fait dans des cours d'école. On souhaite le faire aussi au bas de la rue Saint-Bertin et nous allons continuer d'adapter l'urbanisme aussi à cette nécessité d'être toujours aussi engagé dans la transition écologique. C'est ça l'idée justement quand vous parlez de préparer l'école de demain dans ce prochain mandat, c'est ça l'idée ? C'est de constater qu'il y a une deuxième transition qui est la transition démographique. Nous sommes comme dans toutes les communes de France, confrontés à la question du vieillissement, de l'allongement de la durée de la vie, qui est une bonne nouvelle, mais qui pose des questions sur l'ensemble des interventions de la politique municipale. On vient de parler de l'espace public, c'est de faire en sorte qu'on assure que le plan bien à pied considère aussi toutes les mobilités. C'est le choix que nous avons fait il y a plusieurs années aussi de pouvoir favoriser les mobilités douces, avec quelquefois des combats qu'il faut mener, par exemple, pour assurer que les structures de pistes cyclables soient prévues dans tous les aménagements. On vient d'avoir le chantier qui est en cours sur la route de Clermarais, sur lequel j'ai souhaité porter aussi la voix de ceux qui sont engagés pour les mobilités douces. Et c'est aussi ce que nous faisons sur les boulevards de notre ville. Mais c'est aussi de réfléchir ensemble à l'école de demain. Moi, je veux que nous soyons toujours une ville d'épanouissement, une ville de toutes les opportunités pour tous et pour chacun. C'est le nom que nous avons souhaité pour notre liste, pour faire en sorte que nous puissions anticiper les évolutions nécessaires pour les écoles. On va le faire dès le début du mandat prochain, avec toujours un travail d'analyse, de diagnostic partagé avec le ministère de l'Éducation, avec les équipes éducatives, les parents d'élèves, pour préparer l'école et faire en sorte qu'on puisse être engagé de manière résolue mais anticipée dans la transition démographique. Au sujet de la mobilité, il y a l'ADAV, qui est l'association Droit au vélo, qui a formulé des propositions pour la sécurité des cyclistes et des piétons, notamment sur la limitation de vitesse, par exemple. Est-ce que vous comptez apporter des aménagements ? Vous savez, avec l'ADAV, nous avons un dialogue extrêmement fluide. Nous avons créé un comité des mobilités douces il y a plusieurs années à Saint-Omer,
qui est une méthode de travail pour faire en sorte que nous puissions répondre justement et intégrer toutes les observations qui sont faites par les usagers. Nous avons souhaité développer la zone 30 sur l'essentiel de la ville intramuros, développer les pistes cyclables, et nous l'avons fait sur le boulevard Pierre-Guillain, nous allons continuer sur le boulevard Vauban et sur le boulevard de Gaulle. C'est aussi la question aussi des possibilité de rendre plus efficace encore la mobilité cyclable avec aussi 47 km de voiries qui ont été repensées finalement, que ce soit pour des aménagements propres, pour pouvoir garantir la place aussi de la bicyclette, et puis aussi l'aide à l'acquisition. C'est à la fois pour des bicyclettes, j'allais dire classiques, mais aussi des bicyclettes électriques. Nous avons beaucoup accompagné comme cela aussi des acquisitions, et c'est totalement intégré. Nous sommes une ville où nous faisons le choix de la mobilité douce, la sérénité, faire en sorte qu'on puisse bien s'y promener et circuler à pied, aussi en vélo, sans exclure l'automobile. C'est aussi l'équilibre dans le projet des 3 places. La mobilité fait donc partie des préoccupations des habitants, tout comme le logement. En décembre dernier, on vous avait rencontré au sujet du logement, à l'occasion de la première pierre de la résidence, de la pose de la première pierre de la résidence 6e art dans le centre-ville. Un sujet souvent abordé dans les communes, le logement. Quels sont les besoins actuels à Saint-Omer? Et est-ce qu'il y a aussi quelques projets à venir dans votre prochain mandat? C'est une question absolument essentielle, parce que je considère qu'on ne peut pas être une ville qui prône l'épanouissement de tous et chacun sans avoir la possibilité de s'adresser à toutes les problématiques du logement. Nous sommes une ville ancienne avec un travail extrêmement ambitieux sur la résorption de friches. Vous venez d'évoquer la question de l'ex-Banque de France. C'était une friche apparue tout simplement au moment de la fermeture de la Banque de France. Mais nous avons aussi les anciennes fonderies Martel, rue des Madeleines, qui vont être aussi l'occasion d'avoir une belle résidence intergénérationnelle. Nous avons aussi une ancienne école d'infirmières, ancienne école de travailleurs sociaux sur lesquels nous avons aussi un projet sur lequel nous avons voulu dire le logement que nous souhaitons. Parce que tout le travail qui a été mené pour la rédaction du plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est un travail dont nous avons dit le logement à Saint-Omer doit suivre un certain nombre de règles. Nous gagnons de la population depuis 2014, mais nous le faisons parce que nous voulons le logement qui permet d'accueillir des familles, d'accueillir aussi des couples qui souhaitent revenir habiter à Saint-Omer. Donc, c'est une typologie de T3, T4, lorsqu'on a parfois des investisseurs qui font le choix de petits logements, mais avec une inadéquation par rapport aux besoins des habitants. Nous protégeons et nous portons le besoin des habitants. Nous l'avons fait inscrire dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est le document de référence d'urbanisme sur tout le site patrimonial remarquable. Et si, par exemple, l'école d'infirmières, l'ancienne école d'infirmières, prend un peu de temps, c'est que nous avons été dans une négociation pour faire en sorte que les cadres que nous avons portés soient respectés aussi par les projets qui nous sont soumis. Le dépôt du permis de construire va intervenir dans quelques semaines, c'est important. Mais le logement, c'est aussi la question de l'insalubrité. Il y a eu trop de marchands de sommeil sur la ville de Saint-Omer il y a plusieurs décennies de cela. C'est pour cela que j'ai mené depuis 2014 une politique très ambitieuse avec la création d'un corps d'inspecteurs de la salubrité qui peut être saisi par les maires comme par les locataires pour protéger les habitants. Parce qu'il y a trop d'habitants qui se retrouvaient piégés dans un logement insalubre à la merci d'un marchand de sommeil. Ils ont maintenant des voies de recours. Nous allons très loin pour pouvoir engager les procédures et nous allons continuer bien sûr à le faire. Et je veux innover encore parce que aujourd'hui, ces contrôles ne viennent pas contrôler le logement social. Et j'ai rencontré ces dernières années trop d'habitants du logement social qui sont quelquefois pris au dépourvu. C'est parfois les parties communes qui sont délaissées, ce sont parfois leurs propres logements, même si les logeurs, les bailleurs sociaux font notamment sur le boulevard Pierre-Guillain et nous les accompagnons de gros efforts pour pouvoir favoriser l'isolement thermique, mais nous voulons proposer un outil nouveau qui sera en fait un état des lieux qui permettra, en lien bien sûr avec les logeurs sociaux, de pouvoir garantir le confort, même quand on est dans le logement social. C'est aussi cela une politique du logement pour tous et pour chacun. Sur l'aspect loisirs et sport, il y a quelques mois, vous avez inauguré le skatepark à côté de la gare. C'est d'ailleurs là que vous avez fait votre annonce officielle de candidature. Il y a d'autres projets qui sont prévus sur l'aspect loisirs et sport ?
Tout d'abord, c'est un nouvel équipement qu'on a créé en concertation avec les usagers. Ça a été aussi un marqueur, je dirais, de la méthode participative que je prône pour la gestion municipale. Nous avons eu 400 contributions. Nous avons choisi ensemble le lieu où serait équipé ce nouveau skatepark. Il ne s'est pas fait au site de l'ancien skatepark qui était au niveau des Glacis, mais sur le nouveau site qui a été choisi. Et nous avons construit ce skatepark avec des ateliers pour pouvoir ensemble penser les équipements, les modules de ce skatepark. Nous souhaitons avoir plus aussi d'équipements répartis dans la ville avec ce qu'on appelle le design actif. Et puis, c'est bien sûr aussi la maison du sport santé que nous souhaitons pouvoir développer, c'est-à-dire un lieu pour l'ensemble des clubs sportifs qui sera accessible aussi à l'ensemble des habitants. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir connaître les disciplines qui sont possibles à Saint-Omer, ça nécessite une entrée par les clubs. Alors, j'ai créé, quand j'étais président de la communauté d'agglomération, avec tous mes collègues de l'époque, la fête du sport, qui a lieu le premier week-end du mois de septembre. Mais cette maison du sport, c'est une maison qui va être ouverte toute l'année, qui va être un lieu pour les clubs, mais aussi pour pouvoir renseigner l'ensemble des habitants, qu'ils arrivent dans leur nouveau logement ou qu'ils soient à Saint-Omer depuis longues années. Puis, je terminerai par la nouvelle salle du SCRA, puisque nous sommes pleinement engagés dans la compétition européenne, avec quelques jours le Barça, dans quelques jours la semaine prochaine Porto. Et des belles rencontres en plus. Formidables rencontres. Et donc un travail que j'ai souhaité avec un engagement de l'ensemble des partenaires de cet équipement. Et grâce aussi à la région, nous faisons en sorte de pouvoir rassembler deux besoins, celui du SCRA et peut-être d'autres clubs sportifs, avec celui des lycéens du lycée Ribot, avec la construction d'une salle qui sera mutualisée et qui va donc rassembler des financeurs. C'est aussi ça le travail que j'essaye de mener à Saint-Omer, en rassemblant et faisant en sorte qu'on trouve des solutions à tous les sujets. Vous évoquiez tout à l'heure l'identification des chiens par leur ADN, dans le but de lutter contre les déjections canines. Plus globalement, sur l'aspect propreté dans les rues, vous avez établi un contrat avec l'éco-organisme Malcolm pour lutter contre les mégots de cigarettes. Est-ce que d'autres actions sont prévues pour continuer dans ce sens ? D'abord, sur le dispositif ADN canin, nous avons fait un périmètre initial qui correspondait aux rues commerçantes. Il fallait, le contrôle de légalité nous l'a commencer par finalement un périmètre restreint au départ. Nous avons fait une première extension il y a quelques semaines. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à étendre. Il y a une demande sur massive toute la ville pour qu'on puisse faire en sorte d'arriver progressivement à couvrir, si possible, toute la ville. Jamais ce dispositif n'a pour objectif de prendre au piège les habitants, au contraire, de les accompagner pour pouvoir, après cette première mise en œuvre qui a montré combien les habitants adhéraient à ce dispositif, continuer à faire en sorte, parce que ça a un impact. Nous avons constaté dans les premières semaines que sur le périmètre initial, il y avait moins 70% de déjections canines non ramassées, et les gens le disent. Sur les mégots de cigarettes, c'est la même chose. Nous avons souhaité conventionner avec un éco-organisme dont le financement est provient en partie des taxes sur le tabac, mais dont la rémunération est aussi soumise à la réalisation d'objectifs. Il faut que, après le diagnostic qui est en cours en ce moment, on puisse avoir ensuite observé des résultats probants. Moins 35% de mégots sur les espaces publics. La méthode, c'est de définir des points sur lesquels on a une concentration de jets de mégots de cigarettes et sur lesquels on a la possibilité de répondre à ces sujets par des nouveaux équipements qui vont être financés justement par l'éco-organisme. Et pour terminer sur les déjections canines, vous avez d'autres collectivités qui viennent s'intéresser à ce dispositif ? Alors, depuis que nous avons mis en place ce dispositif, il y a évidemment beaucoup de communes de la région et parfois de bien au-delà qui nous ont interrogés. On s'est rendu tout à fait disponible pour le faire parce que c'est un dispositif, j'en suis persuadé, qui dans quelques années apparaîtra profondément banal, tout à fait ordinaire, et puis surtout il donne des résultats et il satisfait les habitants. Et donc c'est une innovation qui a répondu à ce qui était une préoccupation importante du quotidien. Je pense qu'une ville, c'est à la fois s'occuper du quotidien des habitants,
c'est aussi s'occuper des grands projets, c'est faire en sorte qu'on vive le mieux possible à Saint-Omer. Et pour terminer, concernant l'ACAPSO, vous n'êtes plus le président depuis 2019. Est-ce que vous aimeriez y retourner ? Moi, j'aimerais surtout que la communauté d'agglomération retrouve un vrai message et un vrai engagement lisible sur le développement économique, une vraie stratégie. Nous sommes voisins de territoires qui sont en plein développement économique. Comme vice-président de la région, je participe beaucoup aussi à la lisibilité de cette transformation économique de la région. Je parcours le monde pour faire aussi en sorte que davantage d'investisseurs internationaux viennent dans notre région. Nous sommes désormais la 10e région européenne sur les 400 en termes d'investissements internationaux, 2e si on considère les projets dans l'industrie. Je pense que la communauté d'agglomération doit retrouver cette stratégie offensive. Elle doit faire attention aussi au sujet de préoccupation des habitants. J'ai pris un certain nombre d'engagements aussi dans le contrat de mandat. Il faudra revoir la question de la collecte des déchets sur la ville de Saint-Omer. Je veux qu'on puisse simplifier l'administration des instructions d'autorisation d'urbanisme. Et puis, les questions de mobilité doivent régulièrement être évaluées parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des besoins nouveaux qui sont apparus. Merci beaucoup François Decoster d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM.